Bonjour. Bienvenue sur la chaîne podcast de la chaire Grands enjeux stratégiques contemporains. Cet épisode est un extrait de la conférence prononcée par Monsieur Hussain Haqqani, ancien ambassadeur du Pakistan aux États-Unis, directeur South et Central Asia, Hudson Institute, Washington, États-Unis. La conférence s'intitule « Alliance militaire dans les pays émergents du Sud ». Nous vous souhaitons une bonne écoute et pour nous soutenir, n'oubliez pas de vous abonner à nos différentes chaînes. Merci beaucoup. C'est un honneur et un plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui parmi vous tous. Et merci beaucoup pour cette aimable présentation. Le sujet que je vais essayer d'aborder aujourd'hui est éminemment complexe. Il n'y a pas de définition unique du Sud mondial, comme on l'appelle, le Sud global. Et chaque élément de ce Sud global est différent des autres. Et nous vivons à une époque dans le monde où les alliances militaires n'ont plus le même niveau d'engagement qu'elles ne l'avaient auparavant dans l'histoire. En février 1998, Madeleine Albright, qui était alors secrétaire d'État américaine, a défendu la diplomatie coercitive des États-Unis contre l'Irak concernant sa coopération limitée avec les inspecteurs des Nations Unies en matière d'armes de destruction massive dans une interview télévisée avec les mots suivants. Elle a dit « Si nous devons utiliser la force, c'est parce que nous sommes l'Amérique. » Vous arrivez? Traffic. Atelier de transmission. Sound. Ça va? Test, test. Test de traduction française. Ceci est un test. Test, test. Alors. Test de traduction française. Ceci est un test de traduction française. Écoutez attentivement. Allez, on continue. So shall I start from the top again? Non. Faut-il que je recommence depuis le début? Initiant du Sud global. So Madeleine Albright. Alors, ce que disait Madeleine Albright, je le répéterai. Elle a dit « Si nous devons utiliser la force, c'est parce que nous sommes l'Amérique. Nous sommes la nation indispensable. Nous sommes un grand pays de toute notre hauteur et nous voyons plus loin dans l'avenir que les autres pays et nous voyons le danger ici pour nous tous. » C'est ainsi que la phrase « nation indispensable » est entrée dans l'usage populaire pour décrire le caractère central et critique de l'Amérique pour l'ordre international libéral fondé sur des règles qui a évolué après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Aujourd'hui, avec le président Donald Trump, les États-Unis veulent être tout sauf indispensables. Trump l'a dit clairement, il trouve que l'ordre international mené par les États-Unis est désavantageux pour les Américains. Dans un discours récent, il a dit « Depuis des années, Washington était contrôlé par un groupe sinistre de marxistes gauchistes radicaux et je suis sûr que George W. Bush et son père seraient tout à fait irrités d'avoir été traités de marxistes, donc de marxistes radicaux de gauche, des va-t-en-guerre et des intérêts particuliers corrompus qui nous ont vidés de notre richesse, qui ont attaqué nos libertés, qui ont oblitéré nos frontières et qui ont sucé la moelle de notre pays. » L'accent mis, selon Trump, dans la politique américaine ne sera plus d'assurer la paix mondiale et la sécurité, car, comme ça a été sans aucun doute le cas depuis 1945, mais plutôt d'enrichir l'Amérique, ou en tout cas une partie de l'Amérique. Le président Trump souhaite restreindre les importations et les immigrés
et ils souhaitent que les alliés payent pour leur propre défense. Cela a des répercussions sur les pays développés du Nord et les nations en développement du Sud de façon différente. Par exemple, l'Europe s'est tournée vers les États-Unis pour sa sécurité dans le contexte militaire. Les pays du Sud global ont cherché une sécurité économique et politique, ainsi que des matériels et une formation militaire. La fin du rôle de l'Amérique en tant que fournisseur de sécurité dans le monde a des ramifications significatives, à la fois pour ses partenaires les plus riches et les plus pauvres. En 1945, les États-Unis et l'Union soviétique étaient ressortis comme les leaders des deux pôles dans un monde bipolaire. L'effondrement de l'Union soviétique en 1991 s'est traduit par un moment unipolaire. La notion de nation indispensable était un produit de cette unipolarité. Cela s'est traduit par des déploiements coûteux et à la productivité discutable de force de la part des États-Unis et par un désenchantement parmi une certaine partie de la nation américaine avec l'idée simplement qu'il ne fallait pas dépenser les ressources américaines pour gérer l'ordre mondial. Alors, en tant que leader du mouvement américain des désenchantés du globalisme, le président Trump souhaite faire des accords avec des autocrates tels que le russe Vladimir Poutine ou le nord-coréen Kim Jong-un. Il souhaite mettre fin aux guerres, réduire les tensions dans les endroits à problème et permettre aux États-Unis de se concentrer sur leur propre prospérité. Le souhait de mettre fin aux guerres et de se concentrer sur la production de richesses n'est pas nouveau pour les Américains. Le président Woodrow Wilson, que Trump et ses adorateurs n'aiment pas beaucoup, a entraîné les États-Unis dans la Première Guerre mondiale avec la devise de la der des der. L'idée post-Deuxième Guerre mondiale d'une dominance idéologique contre le communisme et l'espoir d'après-guerre que le triomphe des marchés libres et de la démocratie pourrait marquer la fin de l'histoire étaient aussi des réflexions d'un concept semblable où tout serait pour le mieux dans le meilleur des mondes dans les affaires mondiales. Le président Trump, lui aussi, va se rendre compte que de dissoudre les coalitions et les institutions existantes pourrait ne pas nécessairement avoir le résultat qu'il souhaite. En retirant les États-Unis de l'arène, il pourrait se retrouver à accélérer l'émergence d'un monde multipolaire. Et partant, cela pourrait réduire significativement la puissance de l'Amérique. En tout état de cause, d'autres puissances majeures n'ont pas chômé pour créer leur propre structure indépendante des États-Unis. Nous avons vu l'émergence des BRICS+, de l'OPEP+, et de l'Organisation de coopération de Shanghai. D'un autre côté, la Chine, la Corée du Nord et l'Iran ont rejoint la Russie à différents niveaux pour perturber l'ordre mondial. Il est improbable que ces regroupements vont s'effondrer simplement parce que le président Trump souhaite qu'ils échouent. Le résultat plus probable est que la fin du rôle de l'Amérique en tant que nation indispensable et la renaissance d'une ère d'alliance militaire régionale avec différents niveaux de méfiance entre nations, de méfiance vis-à-vis de Donald Trump et des États-Unis, avec Trump comme président et étant la couche d'alliance la plus élevée. Où les nations du Sud mondial pourraient-elles s'insérer dans ce nouveau tableau? Eh bien, pour le monde industrialisé tel que l'Europe, l'idée est d'augmenter les dépenses de défense et de persuader les jeunes de servir dans l'armée. Mais pour les pays du Sud, qui manquent déjà de ressources, il va falloir diversifier les alliances militaires pour assurer un approvisionnement fiable en matériel ainsi que des possibilités de formation et d'éducation militaire. L'universitaire américain Joseph Nye a défendu l'idée qu'il y avait trop de conflits entre les États du Sud global pour que ces pays parlent d'une seule voix. La coopération militaire est encore plus difficile. Le problème n'est pas simplement l'absence de puissance de feu. Plusieurs pays du Sud global ont de grandes armées, y compris la Chine, l'Inde, le Pakistan, l'Indonésie, la Turquie, l'Iran, l'Égypte et le Brésil. 3 pays dans le Sud global, la Chine,
l'Inde et le Pakistan sont des puissances nucléaires déclarées. Plusieurs ont de grandes capacités de fabrication autochtone, de fabrication de matériel militaire. Mais la plupart ont des conflits frontaliers non résolus ou des rivalités régionales. Il y a plusieurs combinaisons possibles de rivaux en difficulté les uns avec les autres qui empêchent une grande alliance militaire du Sud global. Par exemple, il est plus probable que la Chine et le Pakistan coopèrent contre l'Inde, comme ils le font déjà, plutôt que ce que la Chine et l'Inde ou l'Inde et le Pakistan deviennent alliés. Il est important de se rappeler que le terme de Sud global est ressorti comme une alternative au terme de l'ère de la guerre froide de tiers-monde qui décrivait les États-nations économiquement défavorisés. Le Sud n'est pas seulement une région géographique, mais plutôt un espace politique qui a été façonné par des problèmes partagés, un héritage postcolonial partagé et des structures de pouvoir semblables. Il y a environ 130 à 150 pays, généralement classés comme faisant partie du Sud global, même si ce chiffre varie selon la définition spécifique qui est utilisée. Ces pays recouvrent la plupart de l'Afrique, de grandes parties de l'Asie, l'Amérique latine et les Caraïbes et certaines parties de l'Océanie, moins l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Pendant la guerre froide, la plupart de la rhétorique radicale concernant le Sud global était liée à des expériences de soumission en fonction du capitalisme mondial. Mais dans le domaine politique et stratégique, on peut retracer cela au mouvement des pays non alignés créé en 1961, dont le but était de créer un bloc politique et économique indépendant, libre des influences occidentales et soviétiques. Le concept est redevenu populaire depuis 2022, très récemment, quand certains pays ont exprimé des craintes quant au fait de jouer simplement le rôle de second rôle dans des institutions et des cercles multilatéraux. Ils veulent un plus grand rôle, ils veulent être les héros de leur propre histoire. Le G20, avec une représentation égale entre le Nord et le Sud global, a connu un conflit entre ces deux mouvements binaires concernant le conflit russo-ukrainien. La plupart du Nord mondial s'est fortement élevé contre la Russie, mais les pays du Sud global étaient prudents dans leur condamnation de la Russie pour protéger leurs intérêts individuels. Au-delà du conflit russo-ukrainien, le Sud global se plaignait aussi des effets de la pandémie de COVID-19. Plusieurs pays se sont plaints que les États développés du monde, notamment les États-Unis, ont attendu que l'ensemble de leur population soit vaccinée avant de proposer de partager le vaccin anti-Covid avec la populace plus vulnérable du Sud global. Des pays allant du Brésil à l'Inde en passant par les Émirats arabes unis ont lancé des efforts de coopération pour exprimer un point de vue du Sud global sur de grandes problématiques auxquelles le monde est confronté depuis. En tant que président de la conférence sur le changement climatique des Nations Unies, ou la COP28, les EAU ont organisé des réunions des pays du Sud global sur des questions qui les préoccupaient tous en 2023. Le Mexique et le Brésil ont proposé d'autres solutions pour résoudre le conflit en Ukraine. Même s'il y a un manque d'homogénéité des points de vue, les pays du Sud global essayent maintenant de dialoguer plus les uns avec les autres. En reprenant son rôle de premier plan dans le mouvement non aligné de l'ère de la guerre froide, l'Inde a organisé un sommet sur la voie du Sud global depuis 2023. Les dirigeants et les ministres de 125 pays du Sud global ont participé au premier sommet qui comprenait 29 pays d'Amérique latine et des Caraïbes, 47 pays d'Afrique, 7 pays d'Europe, 31 pays d'Asie et 11 pays d'Océanie. Et il y a maintenant de plus en plus d'appels à faire plus attention au Sud global pour rendre les institutions internationales plus efficaces. L'Inde et la Chine rivalisent pour émerger en tant que dirigeants d'un nouveau bloc de nations. L'initiative des nouvelles routes de la soie de la Chine est un instrument pour gagner plus d'amis et étendre son influence sur les pays les plus pauvres, tandis que
l'Inde développe ses projets de connectivité et a augmenté son aide au développement. Certains ont même suggéré qu'un pays sympathique, compatissant du Nord mondial, ce qui pourrait vous intéresser, qu'un pays ouvert du Nord mondial tel que la France pourrait aussi être un grand acteur pour mener le Sud global. Et ça, c'est un point de vue qui a été exprimé notamment par certains universitaires indiens. Jusqu'à présent, la réémergence du Sud global a plus été une question d'expression de point de vue politique et d'augmentation de la participation dans les processus de résolution des conflits internationaux plutôt qu'un exercice de la puissance dure. Il y a plusieurs problèmes non résolus dans la conceptualisation du terme Sud global qui géographiquement est imprécis et historiquement est problématique. Plusieurs pays classés comme faisant partie du Sud global ne sont pas dans l'hémisphère sud, comme la Chine, l'Inde ou la plupart du Moyen-Orient. À l'inverse, des pays à revenus élevés comme l'Australie et la Nouvelle-Zélande sont dans l'hémisphère sud, mais ne sont pas considérés comme faisant partie du Sud global. En outre, ce terme met dans le même panier des pays avec des conditions économiques extrêmement différentes, des pays émergents comme la Chine et l'Inde, des pays à revenus intermédiaires comme le Brésil et le Mexique, et des pays à faible revenu dans toute l'Afrique et certaines parties de l'Asie. Cette simplification à l'extrême cache les grandes différences économiques entre les pays et leurs défis distincts en matière de développement. Il y a aussi un manque d'homogénéité politique. Le Sud global reprend des pays avec des systèmes politiques diversifiés, des démocraties aux régimes autoritaires. Le fait d'utiliser un seul terme indique une certaine unité politique ou une approche partagée en matière de gouvernance, ce qui n'existe tout simplement pas. Ce terme pourrait aussi, par inadvertance, renforcer les divisions de l'ère coloniale entre les pays développés et en développement. Cela entretient une vue du monde binaire qui risque de perpétuer les stéréotypes et de ne pas tenir compte des réalités complexes de chacune des circonstances uniques des pays. Le monde a énormément changé depuis que ce terme a acquis sa popularité depuis l'ère postcoloniale avec l'essor de la Chine et d'autres pays émergents. Le fossé traditionnel nord-sud est devenu de plus en plus inefficace pour décrire la dynamique de la puissance mondiale. Le stratège indien Seraja Mohan dit que de parler du Sud global nie la liberté d'action de chacun des pays en les traitant comme un seul bloc avec des frontières fluides et des critères vagues d'inclusion. Ce terme pourrait renforcer une perception de ces pays comme étant des destinataires passifs d'aide internationale ou d'intervention plutôt que de reconnaître leur liberté d'action et leur contribution distincte aux affaires mondiales. Des arguments selon lesquels, sans ces arguments d'un concept de Sud mondial, il est important de reconnaître qu'il s'agit d'une catégorie de pays qui connaissent un niveau sans précédent de conflits armés. En 2023, il y avait près de 60 conflits armés dans le monde, le chiffre le plus élevé jamais enregistré, la plus grande majorité se produisant dans des régions classées comme faisant partie du Sud global. Environ 2 milliards de personnes, un quart de l'humanité, vivent actuellement dans des pays en conflit, de façon prédominante en Afrique, certaines parties de l'Asie, au Moyen-Orient et en Amérique latine. Les conséquences humanitaires sont époustouflantes, avec des nombres de morts civiles dus aux conflits armés qui ont augmenté de plus de 30% entre 2023 et 2024. Au moins 200 000 personnes ont perdu la vie dans des conflits dans l'année écoulée seulement, alors que plus de 120 millions de personnes ont été déplacées de force et la plupart ont été déplacées au sein de leur propre pays. Une grande source de suivi de ces conflits mondiaux a rassemblé des données qui montrent de façon constante que la concentration la plus élevée de conflits armés a lieu dans les régions du Sud global. Des guerres civiles comme celle au Myanmar et au Soudan du Sud génèrent énormément de coûts humanitaires avec des réverbérations régionales, ce qui crée de l'instabilité
au-delà des frontières nationales. Des conflits criminels qui reprennent des réseaux de narcotrafiquants, des gangs et des milices créent une dévastation dans des pays tels que le Brésil, l'Équateur, Haïti, le Mexique et l'Afrique du Sud. Et dans certains cas, cela crée plus de décès que les guerres formelles. Il y a surtout de plus en plus de conflits hybrides qui mêlent tactiques conventionnelles et irrégulières avec le terrorisme et la criminalité pour obtenir des objectifs politiques. Beaucoup de conflits qui ont commencé comme des différends internes se sont internationalisés avec l'influence d'acteurs externes qui fournissent un soutien à différentes factions. Par exemple, le conflit de longue durée au Soudan a vu différents acteurs externes soutenir différentes factions à différents moments et parfois ont même complètement changé de camp. La Libye en est un autre exemple où différents acteurs ont participé, des acteurs internationaux et aussi des acteurs locaux avec des changements d'allégeance pour continuer le conflit. Plusieurs conflits donc, qui ont commencé en tant que différends internes se sont internationalisés avec des acteurs externes qui ont fourni un soutien à différentes factions. Et cette internationalisation rend les conflits encore plus difficiles à régler par des approches traditionnelles en matière de maintien de la paix. Plusieurs facteurs contribuent à la prévalence des conflits dans le Sud global. L'intensification de la concurrence entre les grandes puissances, comme les États-Unis, la Chine et la Russie, crée des tensions pour les pays du Sud global, car ces puissances cherchent à élargir leur influence et souvent à exploiter des tensions existantes. Les fragilités institutionnelles à la fois au niveau régional et mondial sapent les efforts de prévention des conflits, ce que l'on retrouve dans la diminution du nombre des missions de maintien de la paix. Nous sommes passés de 100 000 soldats de maintien de la paix en 2016, quand il y avait moins de conflits, à seulement 69 000 casques bleus en 2024, alors qu'il y a plus de conflits. Comme on l'a noté précédemment, juste après la Deuxième Guerre mondiale, l'ordre mondial se caractérisait par la bipolarité marquée par la guerre froide, un état de rivalité intense mais contenue, principalement entre les États-Unis et l'Union soviétique et leurs alliés respectifs. Cette rivalité a orienté la politique mondiale dans les domaines politiques, économiques, idéologiques et de propagande. Même si la confrontation militaire directe a été principalement évitée, les tensions se sont manifestées assez vivement grâce à des conflits par répercussion, une concurrence diplomatique, des confrontations idéologiques dans le monde entier. Le Sud global est devenu un grand champ de bataille alors que les nouvelles nations indépendantes se retrouvaient à devoir trouver leur chemin dans cet environnement polarisé et cela devenait des zones de conflits indirects, d'influence stratégique et de tensions en concurrence entre ces superpuissances. Les États-Unis ont de plus en plus mené des opérations secrètes pendant la guerre froide pour sécuriser ce qui était vu comme des intérêts économiques et géopolitiques américains. En Amérique latine, le but était principalement d'empêcher les gouvernements socialistes ou communistes de nationaliser les terres et les ressources contrôlées par les entreprises américaines. De même, en Afrique, les États-Unis et l'Union soviétique étaient en forte concurrence pour élargir leur influence économique et politique parmi les nouvelles nations indépendantes. À l'instar des événements en Amérique latine, les États-Unis cherchaient à contrer les gouvernements soutenus par les soviétiques qui menaçaient les intérêts américains car ils craignaient la perte d'un accès et d'une influence stratégique. Les deux superpuissances ont cherché à dominer ces États récemment décolonisés en intensifiant les tensions et en compliquant les efforts de ces nations pour préserver leur souveraineté et leur autonomie. Avec l'émergence de nouvelles nations, après l'impérialisme européen, ces pays devaient se mettre soit du côté des Américains, soit des Soviétiques quand ils avaient besoin d'aide. Alors que la plupart des pays du Sud global étaient officiellement non alignés, environ un tiers des pays du Sud global se sont alignés explicitement avec l'un ou l'autre des blocs, la majorité restant quand même non alignés ou insistaient sur leur neutralité. Les pays non européens alignés avec le bloc occidental comprenaient une grande liste de pays, les Philippines, le Pakistan, la Corée du Sud, la Thaïlande, le Vietnam du Sud,
la Turquie, l'Iran jusqu'en 79, l'Éthiopie jusqu'en 74, l'Afrique du Sud jusqu'à la fin des années 80, le Zaïre, maintenant la République démocratique du Congo, le Kenya, le Brésil, le Chili, notamment après le putsch de 73, l'Argentine, la Colombie, le Nicaragua, avant 79, le Guatemala, le Salvador. Tous étaient des alliés formels des États-Unis à un moment ou à un autre. D'un autre côté, les pays qui ont choisi de s'aligner sur le bloc soviétique comprenaient la Corée du Nord, le Vietnam du Nord, l'Afghanistan, entre 78 et 89, la Mongolie, l'Angola, le Mozambique, l'Éthiopie, après la Révolution de 74, Cuba, l'Algérie, avec un alignement limité, la Libye et la Grenade, brièvement, jusqu'à l'intervention américaine en 83. La logique derrière ce ralliement des pays avec soit les États-Unis, soit l'Union soviétique variait considérablement pendant la guerre froide. C'était surtout dû à des influences économiques, politiques et stratégiques. Dans bien des cas, les États-Unis ont utilisé l'aide économique comme une incitation particulièrement forte, surtout parce que ces nations devaient se remettre des effets particulièrement dévastateurs du colonialisme et des institutions extractives. L'un des exemples les plus précoces et les plus notables de l'aide économique américaine était le plan Marshall, annoncé par le secrétaire d'État George C. Marshall. Et le but était explicitement de reconstruire les économies européennes ravagées par la guerre. Marshall a déclaré avec diplomatie dans son discours fondateur que le plan cherchait à soulager la pauvreté, le désespoir et le chaos, mais stratégiquement, cela servait aussi de mécanisme pour limiter les ambitions expansionnistes de Joseph Staline et de l'Union soviétique. En faisant la promotion de la reprise économique européenne, le plan Marshall a réussi à limiter la diffusion de l'influence soviétique en Europe en liant l'aide économique américaine directement à la stratégie géopolitique. Plus tard, les programmes d'aide américains ont encore plus intégré l'influence américaine à l'étranger. Des programmes tels que ceux administrés par l'Agence américaine pour le développement international, USAID, qui vient d'être supprimé, créé en 61 par John F. Kennedy, eh bien, cela a institutionnalisé l'aide étrangère américaine dans le contexte de la guerre froide. La formation de l'USAID a été stratégique avec l'escalade des tensions de la guerre mondiale, exemplifiée par la construction du mur de Berlin en août 61 et la déclaration d'alignement de Cuba avec l'idéologie marxiste-léniniste et l'Union soviétique la même année. Beyond Europe, au-delà de l'Europe, les programmes d'aide économique américaine s'est étendu de manière considérable à les pays en développement du Sud global, pas simplement pour promouvoir la croissance économique, mais également pour construire des alliances à la fois politiques et militaires. Alors, le succès le plus marquant de l'aide américaine de cette période, au-delà du plan Marshall en Europe, a été ce qu'on appelle la révolution verte dans certains pays donc du tiers-monde, est lancée par l'agronome américain, le docteur Norman Borlaug. Cette révolution verte faisait intervenir le développement, la distribution de variétés de cultures à fort rendement et résistantes aux phytopathologies, ce qui a amélioré la productivité agricole de certains pays tels que l'Inde, le Pakistan, les Philippines, le Mexique et l'Indonésie. Mais derrière cela, il y avait une aide stratégique. On veillait à ce que ces pays qui recevaient cette aide et décidaient d'être les alliés militaires des États-Unis, leur restaient. Et ceux qui avaient décidé d'être non-alliés se retrouvaient, finalement, étaient entraînés dans cette alliance, en tout cas en tant que partenaire. Par contre, l'Union soviétique avait sa propre forme d'aide économique qui visait à renforcer les alliances idéologiques et à renforcer également sa position à l'échelle mondiale. Les projets soviétiques tels que la construction du célèbre barrage d'Assouan en Égypte a symbolisé la solidarité communiste et le progrès technologique. Et Moscou a également proposé des bourses et des programmes de formation à des étudiants du Sud global qui pouvaient étudier dans des établissements soviétiques
ce qui leur permettait de gagner de l'influence idéologique grâce à ces échanges d'étudiants, des programmes d'échange. Alors, par rapport aux aides de l'initiative occidentale, l'aide soviétique était limitée en moyens, en ressources, puisqu'elle représentait que 10% de toute l'aide publique au développement pendant la période de la guerre froide. Les pays du bloc de l'Est n'avaient tout simplement pas les moyens financiers nécessaires qui caractérisaient justement les programmes d'aide du monde occidental, ce qui limitait leur capacité à rivaliser aussi bien sur le plan économique que politique à l'échelle mondiale. Mais il y avait d'autres raisons qui intervenaient dans ces perspectives opportunistes qui essayaient d'attirer le Sud global en tirant parti de l'asymétrie militaire, en faisant de ses alliés des gens qui n'étaient pas au départ alliés. Par exemple, le Pakistan s'est joint à l'Alliance occidentale, telle que SATO ou même SIATO, en raison des soucis de sécurité par rapport à l'Inde. Et les États-Unis étant les vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale, grâce à cela, les États-Unis ont pu influer sur les États-Unis pour s'établir là-bas, chez eux, au Pakistan, au détriment des liens entre l'Inde par rapport aux États-Unis. Alors, l'alliance avec SATO ou SIATO a permis à ce pays d'acquérir une protection, un soutien militaire, du matériel militaire, des avions, des chars, l'artillerie, la formation des forces armées, un soutien économique, la construction d'infrastructures, les aérodromes, les installations de radars, et surtout un soutien politique des États-Unis dans la question du Cachemire au sein des Nations Unies. Les régimes militaires du Sud global ont tiré parti de l'ère militaire, notamment des États-Unis, pour renforcer, consolider leur pouvoir autoritaire en interne, réprimer l'opposition, maintenir la stabilité du régime. Et par exemple, pendant la présidence du général Augusto Pinochet au Chili, le régime a reçu un énorme soutien américain, plus de 120 millions en aide militaire entre 1974 et 1980. Cette aide militaire a renforcé de manière considérable la capacité du régime à réprimer la dissension interne, à maîtriser les mouvements d'opposition et à renforcer sa puissance politique par la force. Le son est parti. Ça y est, c'est reparti. Est-ce que la traduction arrive? Très bien, excusez-moi. Alors, cette interruption est tombée à point nommé puisqu'on s'intéressait à la façon dont l'aide militaire a pu renforcer la capacité de certains régimes militaires en interne, mais ceux qui critiquaient cette assistance militaire n'avaient pas tort de dire que ceci ne renforçait pas nécessairement la sécurité du donateur. Par exemple, quel était l'avantage en termes de sécurité mondiale? Quel était l'avantage pour la politique sécuritaire américaine? Quel était l'avantage que conférait aux États-Unis l'aide apportée à Pinochet? De même, Pakistan, sous la dictature du général Mohammad Zia-ul-Haq entre 1977 et 1988, a reçu environ 3,2 milliards de dollars américains en aide militaire et économique à la suite de l'invasion soviétique de l'Afghanistan. Le régime de Zia-ul-Haq a utilisé stratégiquement cette entrée de ressources, donc des armes sophistiquées, un soutien de renseignement et une aide financière directe pour renforcer sa mainmise autoritaire sur le pouvoir en interne et pour affaiblir l'opposition politique et prolonger le pouvoir militaire. On retrouve un peu la même chose en Amérique latine, dans des pays tels que l'Argentine ou le Brésil, où les régimes militaires ont utilisé des millions de dollars d'aide en armes apportées par les États-Unis, avec la coopération en renseignement, l'aide économique, pour réprimer les insurrections gauchistes, pour maîtriser tous les discours politiques et pour renforcer cette gouvernance autoritaire. Les nouveaux États indépendants ont donné la priorité à la souveraineté, à l'autonomie, à
centrisme, c'est-à-dire s'appuyer sur leurs propres moyens pour résister à la dépendance et pour éviter de se retrouver dans une situation de contrôle indirect. Cet héritage colonial a donné lieu à un scepticisme par rapport au partenariat militaire et a renforcé des inquiétudes que de telles alliances pourraient compromettre la souveraineté nationale ou perpétuer des modes historiques de subjugation traumatisante connus dans les périodes de dépendance. Le mouvement non aligné qui a été fondé pendant la guerre froide était l'incarnation du scepticisme du Sud global par rapport aux alliances militaires, notamment celles menées par des puissances coloniales. Des dirigeants tels que Jawaharlal Nehru en Inde, ou Sukarno en Indonésie, ou Gamal Abdel Nasser en Égypte, ou Kwame Nkrumah au Ghana, ainsi d'ailleurs que Joseph Broz Tito en Yougoslavie, l'ex-Yougoslavie maintenant. Tous ces dirigeants ont souligné comme priorité la souveraineté, l'indépendance, la neutralité. Lors de la conférence de Bandung en 1955 en Indonésie, les représentants de quelques 29 pays africains et asiatiques nouvellement indépendants ont explicitement condamné le colonialisme et souligné que le non-alignement était la clé de voûte de leurs politiques étrangères. Et ils s'opposaient à s'aligner militairement, soit avec le monde capitaliste de l'Occident, les États-Unis, les anciens colonisateurs européens, ou l'Est communiste, l'Union soviétique, précisément parce qu'on s'inquiétait du risque de néocolonialisme et de perte de souveraineté. Le mouvement non aligné visait à créer une trajectoire indépendante dans la politique mondiale pour empêcher que les pays membres deviennent des instruments, les proxys de conflits entre grandes puissances mondiales. Et là, évidemment, il y a toujours un écart entre le désir et la réalité, et le mouvement non aligné de bien des façons illustre cet écart entre les désirs et la réalité. Et on met l'accent sur les principes tels que le droit à la décision, la prise de décision indépendante, la résistance contre l'impérialisme, les influences néocoloniales, la partialité, la modération dans les affaires internationales. Tout cela a été un beau principe, ce n'était pas toujours réalisé dans la pratique. La guerre froide, les alliances de guerre froide entre le Sud global et les superpuissances, notamment les États-Unis et l'Union soviétique, ont apporté des avantages aux pays en développement, puisque ces alliances ont apporté l'accès à des ressources, des technologies, une infrastructure que de nombreux pays du Sud global n'auraient jamais pu se procurer par leurs propres moyens. Les États-Unis, par exemple, ont investi considérablement dans le développement économique, l'éducation, la santé publique grâce à des initiatives telles que le plan Marshall et l'Alliance pour le progrès. L'Inde et le Pakistan, l'un et l'autre, ont pu développer leur propre programme nucléaire grâce au programme de l'Alliance pour la paix qui avait été développé et proposé par les États-Unis. Les États-Unis ont apporté quelque chose comme 22 milliards de dollars en aide économique en Amérique latine entre 1961 et 1970 pour promouvoir le développement et pour lutter contre le communisme. Or, cette aide a permis de construire des infrastructures essentielles, des routes, des écoles, des hôpitaux, mais également cette aide a appuyé les projets agricoles et industriels qui ont jeté les bases de la future croissance économique de ces pays. Des pays tels que la Corée du Sud et Taïwan sont des exemples éclatants de la façon dont l'aide américaine et les opportunités de commerce ont permis d'assurer un développement économique rapide ainsi qu'un avancement technologique considérable. La Corée du Sud a reçu quelques 12 milliards de dollars en aide militaire et économique entre 1945 et 1976. Cette aide a permis à transformer ce pays déchiré par la guerre en l'une des premières économies mondiales. De même, Taïwan a utilisé le soutien américain pour développer ses secteurs industriels et technologiques, est devenu le véritable plaque tournante de l'électronique et l'innovation à l'échelle mondiale. Ces belles histoires soulignent le potentiel transformateur des alliances de la guerre froide lorsqu'elles étaient associées à des politiques intérieures bien menées. Mais l'Union soviétique a également joué un rôle important pour accompagner l'industrialisation, la modernisation de nombreux pays en développement. L'aide soviétique prenait souvent la forme d'expertise technique, de machines, de projets d'infrastructures qui ont permis à des pays tels que l'Inde, l'Égypte et Cuba à construire des usines, des centrales électriques, des réseaux de transport. L'Union soviétique a apporté 1,5 milliard d'aide économique à l'Inde dans les années 60 et notamment sous la forme de soutien à l'industrie lourde telle que la sidérurgie, et c'est devenu finalement la base même de l'économie
indienne. À Cuba, les subventions soviétiques ont représenté 4 à 6 milliards de dollars annuellement dans les années 80 grâce à des accords d'échange préférentiels, notamment concernant le sucre et le pétrole, ce qui a permis à Cuba de développer son industrie sucrière. Il lui a donné accès à des ressources essentielles qui étaient essentielles pendant la période de l'embargo américain. Ces investissements ont non seulement favorisé la productivité économique, mais ont également permis de créer des emplois et améliorer le niveau de vie de nombreux habitants. Au-delà des avantages strictement économiques, ces alliances ont apporté un soutien militaire et politique qui a permis à de nombreux pays à maintenir leur souveraineté et à résister aux menaces extérieures. Par exemple, l'aide militaire à la Corée du Sud pendant la guerre de Corée et les garanties de sécurité constantes ont permis à ce pays de se défendre contre la Corée du Nord. Il lui a permis de se focaliser sur le développement économique et de même le soutien militaire soviétique à des pays tels que le Vietnam et l'Angola ont permis à ces derniers de résister aux puissances coloniales, mais également à assurer leur propre indépendance. En Afrique seule, l'Union soviétique a apporté plus de 10 milliards de dollars en aide économique et militaire entre 1955 et 1989 en accompagnant les mouvements de libération et des gouvernements post-indépendance dans des pays tels que l'Angola, le Mozambique et l'Éthiopie dans bien des cas. Ce soutien était essentiel pour aider ces pays à affirmer, asseoir leur autorité et à construire des gouvernements stables. Alors, il y a davantage de données sur la façon dont cette aide militaire ainsi que l'aide économique allaient de pair et ont eu des effets différents selon la façon dont le bénéficiaire de cette aide se comportait et en interne, et les gens de politique que ces pays ont mené, mais ce qui est l'un des inconvénients les plus significatifs de ces alliances militaires pendant la guerre froide était cette situation de dépendance de nombreux pays du Sud global dépendaient de l'aide militaire et économique de ces superpuissances pour se maintenir en place. Il y avait un autre inconvénient considérable qui était la prolongation de ces conflits dans le Sud global. De nombreuses alliances militaires ont exacerbé plutôt que de résoudre les conflits, puisque les superpuissances armaient des factions opposées pour faire avancer leurs propres objectifs géopolitiques. Par exemple, le soutien américain aux forces anticommunistes et l'appui soviétique au mouvement révolutionnaire n'ont fait que de jeter de l'huile sur le feu des guerres civiles dans des pays tels que l'Angola, le Mozambique et l'Afghanistan. Et le fait d'appuyer ces factions n'a fait que, et à ce jour, continue de ruiner ces pays. Cette entrée d'aide militaire a entraîné également des distorsions économiques dans le Sud global. La militarisation du Sud global pendant la guerre froide a eu des effets et des coûts sociaux et environnementaux considérables. Les opérations militaires et la production d'armes ont donné lieu à la dégradation environnementale, notamment la déforestation, la pollution, la destruction de terres agricoles. Et de plus, la présence de troupes étrangères et de bases militaires a pu, dans certains cas, perturber les communautés et les cultures locales. Par exemple, la présence américaine dans les Philippines et au Vietnam a donné lieu à des tensions sociales avec les populations locales et les activités militaires soviétiques en Afrique ont souvent entraîné le déplacement des communautés et là encore perturbé des modes traditionnels de vie. Enfin, la négligence des besoins locaux était une question récurrente dans les alliances militaires de la guerre froide. Bien souvent, on visait des objectifs stratégiques plutôt que de suivre les priorités de développement de ces pays bénéficiaires. Par exemple, l'aide soviétique à Cuba s'est intéressée uniquement à la production de sucre et au soutien militaire tout en négligeant les autres secteurs de l'économie. De même, l'aide américaine au Vietnam Sud priorisait des objectifs unitaires par rapport au développement économique et social, et ceci n'a que contribué à l'instabilité du pays et à terme à l'échec des objectifs américains. L'accent mis par ces superpuissances sur leurs propres intérêts a fait que les besoins du Sud global n'étaient jamais pris en compte et cela n'a fait que perpétuer la pauvreté et l'inégalité. Cette expérience de la guerre froide avec les alliances a fait de ces pays du Sud global des véritables sceptiques par rapport aux alliances militaires. Les États-Unis, qui étaient les ambassadeurs de traités qui considéraient
qu'ils les considéraient comme des instruments de leurs alliances. Par rapport, maintenant que les États-Unis se retirent de ces engagements mondiaux avec Trump, on peut s'interroger et on peut comprendre que le Sud global se méfie de ces alliances. Comme le disait Nehru, le Premier ministre indien, il estimait que les alliances militaires étaient inégales et les petits pays étaient obligés de subordonner les intérêts à ceux des pays puissants. Il préconisait plutôt un ordre mondial basé sur le parallélisme et le latéralisme, en mettant l'accent sur l'égalité et le respect mutuel dans les relations internationales. Le parallélisme tel que le voyait donc Nehru nécessite que les problèmes analogues doivent être traités avec des normes analogues et des approches analogues, indépendamment de la taille ou de la puissance des pays concernés. Le latéralisme, quant à lui, soulignait les équivalences morales nécessaires pour arriver à des accords équitables, en suspendant symboliquement les asymétries de pouvoir entre les pays pour arriver à des négociations équitables. Et c'était ces principes qui étaient au cœur de la conférence de Bandung de 1955, qui a donné lieu donc à la création du mouvement non aligné. Le concept idéaliste de Nehru reste vivant, mais évidemment, la réalité de la politique du pouvoir continue à souligner le besoin d'alliances militaires. La plupart des nations post-coloniales ont marqué une préférence pour les groupements économiques qui s'alignent davantage sur leurs objectifs, leurs aspirations de développement dans un monde multipolaire, plutôt que sur des objectifs militaires. Les organisations telles que le BRICS, l'Union africaine, l'ASEAN, l'Association des nations d'Asie du Sud-Est, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et la communauté des États d'Amérique latine et du Caraïbe reflètent cette tendance. Ces groupements soulignent la coopération économique, les échanges d'investissement, et ce qui propose une solution autre que les cadres strictement militaires des alliances traditionnelles. Tout récemment, ils sont évolués vers le minilatéralisme, qui est une coalition de petites coalitions de pays qui se focalisent sur un ou deux objectifs spécifiques. Dans l'état actuel des choses, puisque, comme je l'ai dit, les États-Unis ont tendance à se retirer du monde, les pays redéfinissent les principes d'engagement avec d'autres nations. Les réactions des pays par rapport au conflit sont différentes. Il n'y a pas de position unique qui se dégage dans le Sud global. Ces réactions variées se retrouvent dans les engagements du Sud global par rapport à la guerre en Ukraine. Lors de l'Assemblée générale des Nations unies, de nombreux pays du Sud global ont appuyé une résolution adoptée le 12 octobre 2022 qui condamnait la tentative d'annexion de l'Ukraine par la Russie, mais un grand nombre de pays se sont abstenus. Par contre, l'Union africaine a appelé à un cessez-le-feu immédiat couplé à des négociations visant à arriver à une paix durable. Évidemment, cette résolution n'a eu aucun effet. Pour autant, les États-Unis sont moins disposés à proposer une assistance, des concessions en échange d'un soutien militaire, et de ce fait, il y aura une tendance accrue des pays du Sud global à prendre une position neutre ou non alignée, et en tout cas ne pas revenir à ces alliances, surtout dans les situations de conflit qui ne concernent pas de telles alliances. On pourrait voir des partenariats opportunistes entre les pays du Sud global et les pays en développement. Le vide créé par l'absence d'aide militaire et économique américaine vers de nombreux pays ce vide pourrait être comblé par la Chine ou l'Europe. Il est peu probable que nous verrons une fin aux guerres, et il est peu probable que la période de prospérité pour les Américains aux dépens du reste du monde, tel que l'imagine le président Trump, il est peu probable qu'une telle vision se concrétise, mais il y aura des convulsions importantes dans le Sud global, dans le monde à venir, avec peu d'atténuation venant d'une main puissante, d'une superpuissance apaisante. Nous verrons toujours ces conflits éternels, et on se rappelle le proverbe chinois: un chien en paix vaut mieux qu'un homme dans la tourmente. Les êtres humains doivent se méfier du chaos, de la tourmente qui arrive. Je vous remercie.